Oui, Eliane Alouche, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait beaucoup plaisir de te revoir. Je peux te tutoyer on s'est connus en vacances. Oh, mais bien avant, je venais à Salon Oedipe. Ah, tu es déjà venue aussi. Bien sûr. Écoute, ça fait tellement longtemps que j'ai un peu perdu de vue. Je suis venue assez souvent. Oui. Enfin, oui. Espacée, mais assez souvent. Bon, bah, écoute, ça me fait plaisir de le savoir et on s'est revus après. Alors, Eliane, je suis au regret, en fait, qu'on ne t'ait jamais invitée pour tes livres. Ah bah oui. Alors oui, pourquoi? Écoute, franchement, c'est certainement pas parce qu'on l'a lu et qu'on n'y a pas été intéressé. Je dois dire qu'il y a beaucoup de livres et pas beaucoup de soirées forcément, on en a une par mois. Alors de temps en temps, il y a des livres qui nous échappent. Et c'est un peu le cas avec toi. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on rattrape un peu ce déficit et qu'on en profite justement. Bien sûr, on ne pourra pas rentrer dans le détail de tes écrits, mais donner envie de savoir que ça existe et de donner envie aux gens qui vont t'écouter d'aller y voir. Alors, il me semble que tu es quelqu'un qui a quand même une expérience assez peu commune, peut-être dans le milieu psychanalytique, puisque tu es une sportive, à la fois sportive et danseuse. Donc, ça nous mène quand même à certains de tes propos dans tes livres, puisque le corps y est très présent. Je me rappelle d'un des titres de ton livre, Corps et psychisme. Alors, ça, c'est un des points qui m'a intéressée dans ton travail. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse parler comment tu parles du corps et comment il est intéressé pour toi dans la psychanalyse, comment il faut en parler aussi dans la psychanalyse, puisque je suis assez persuadée comme toi que psychisme et corps, ça va ensemble, et que nous traitons à la fois des deux. Et d'autre part, il y a autre chose qui m'a menée vers toi, c'est ce numéro du Coq-Héron, où peut-on encore parler de sexualité féminine? Alors, il y a un article que tu as écrit et que j'ai beaucoup apprécié et que d'autres personnes à qui je l'avais signalé ont beaucoup apprécié parce qu'elles m'ont toutes dit, là, je comprends mieux de quoi on parle quand on parle de la sexualité féminine et du féminin. Il faut dire quand même que cette question est centrale. Qui ne parle pas de ça dans le milieu psychanalytique en ce moment? Mais aussi, bien sûr, c'est la question du féminisme. Enfin, on est dans un moment dont on dit c'est une révolution, c'est plus la révolte. On est dans une révolution et tant mieux. J'espère que tout ça va avancer avec des radicalités dont il faut aussi peut-être parler parfois et discuter aussi entre nous. Voilà, alors c'est tout ça qui m'a conduit vers toi. Alors, on va parler librement. Dis-moi un petit peu sur corps et psychisme et qu'est-ce qui t'a emmené aussi à travailler autour du féminin à partir de la sexualité féminine au féminin. Et ce numéro, dans sa globalité, comme c'est souvent le cas pour le Coq-Héron, est très intéressante. Et il y a d'autres articles aussi que j'ai lus qui m'ont beaucoup intéressée. D'introduction est passionnant sur la mise en question du genre, de cette multiplicité du genre qui vient, qui parle d'identité et qui passe à côté du vrai problème de sexualité au féminin. Donc là, il y a une bonne critique de Sabine Procorcis. Oui, que nous avons connue. Elle est venue pour un de ses livres. Et vraiment, là, il est dur son article, mais ça demande d'avoir été beaucoup du côté de la culture queer, mais c'est quand même important. Mais pour ce livre, ce numéro de revue, le 141 du Coq-Héron, il faut remercier Eva Landa, qui est à l'origine, qu'on avait invitée à notre séminaire avec Sylvie Cézé-Léger à la SPF. Oui, à la SPF. Et à partir de là, on a eu l'idée de grouper, parce qu'il faisait un séminaire aussi sur la sexualité féminine, alors que
Donc, comme je le dis dans l'article, ce qui me frappait le plus, c'est que les jeunes psychanalystes maintenant, qui viennent au séminaire, m'ont fait la réflexion, mais ça fait un peu daté de parler de sexualité féminine. Et j'en avais parlé à Sylvie Cézé-Léger, qui avait initié ce séminaire en 96. Moi, je ne les ai rejoints que en 2004. Mais elles m'ont adopté tout de suite. C'était Dominique Guyomard, Liliane Gershanock et donc Sylvie Cézé-Léger. Donc c'est à partir de là que j'ai fait ce travail, parce que je me suis dit, voir en perspective comment ça a évolué cette notion, c'est peut-être la meilleure façon de voir comment il est plus facile, enfin on a fait des pas en avant par rapport à cette question de la sexualité féminine. Et en fait, c'est vraiment les dernières années qui ont, avec Lacan beaucoup, mais avant eux, Granoff et Perrier, et puis avant, cette Françoise Dolto. Je ne sais pas si vous avez lu le passage sur Françoise Dolto, où Lacan a été quand même estomaqué, qu'il lui a dit, mais tu es quand même culotté. Il est allé vers le mari de Dolto, Boris Dolto, et il lui dit, mais ta femme, elle est drôlement culottée. Et il dit, oui, mais elle est surtout courageuse. Parce qu'elle décrit vraiment des orgasmes et elle aborde la problématique de la relation entre sexualité féminine et sexualité masculine, en disant que l'homme peut arriver à éprouver la sexualité, l'orgasme en fait, l'orgasme féminin, justement en désinvestissant le pénis, sa sexualité phallique, et en se centrant sur la sexualité féminine, et de vivre à travers la femme l'orgasme hors phallus, ce que Lacan sans doute a travaillé après beaucoup, parce que c'est après. Il a été quand même très marqué par ce passage de Dolto, au séminaire d'Amsterdam en 1960. Il a été quand même, je dirais, choqué, mais en même temps, ça l'a fait réfléchir, puisqu'il nous a proposé après la question de la sexuation et des positions psychiques qui sont aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Revenant ainsi à la bisexualité, que Freud avait adoptée avec son ami Fliss, à partir de Fliss. Donc, on peut dire qu'il y a eu du chemin de fait. Oui. Et je crois, bien sûr, qu'il y a eu, et surtout, c'est sorti du biologique, puisque Freud est parti, pour parler du continent noir, du dark continent, du rock biologique pour lui, mais bon, c'était un fils de son époque. Et il parlait, il s'est arrêté là. Mais bon, il avait quand même fait beaucoup de chemin, puisqu'on est quand même bien porté par lui encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que la sortie du biologique a été vraiment effectuée vers 1960 avec ce séminaire, ce colloque d'Amsterdam. Donc en 19... Oui, et où il y avait donc que je relate un peu dans cet article, et qui pour moi a été passionnant. Ça a été passionnant de faire ce travail, mais c'était un très long travail, d'éplucher tout ça, parce que ça a commencé, il y a les femmes aussi qui ont parlé de tout ça au début avec Freud. Dis-moi, est-ce que Lou Andrea Salomé, par exemple, aussi? Voilà, oui, je commence cet article en disant un bref résumé des points de vue de Freud et de Lou Andrea Salomé, qui faisait un petit écart quand même, un écart, en rejoignant Ferenczi, déjà à l'époque, que la sexualité féminine, il fallait plutôt parler d'un principe féminin, plutôt comme Ferenczi, un principe féminin, plutôt qu'un principe féminin, donc un principe masculin.
Mhm. Elle restait quand même en dehors de ce problème de la sexualité féminine biologique, C'est enfin du ça, rock oui, oui, du biologique de rock. Freud. Pour hommes et Mais pour femmes. Freud n'a jamais réagi vraiment à Lou Andrea Salomé. Il l'admirait énormément. Il trouvait qu'elle avait l'esprit de synthèse. Il faisait des compliments à travers ça, mais il n'est jamais rentré dans le débat avec elle. Ah oui, tu crois non, vraiment? non. Parce que son article sur le principe féminin de Lou Oui. Andrea Salomé de 1914, il ne s'est pas repris nulle part Ah oui. chez Freud. On Ah le oui, voit moi pas. j'aurais eu l'idée que Non. malgré tout, il y a quelque Ah, chose que ça C'est lui possible, a- c'est possible. Et puis il y a eu les pionnières, Oui. donc celle du séminaire de 1927, Oui, 1900 1922 et 27, oui, qui avec Karen Hornet, entre autres, enfin tous ceux qui étaient en liaison avec Abraham à Berlin, mhm. dont Mélanie Klein. Ah oui, bien Mélanie sûr. Klein. Mais on ne peut pas dire qu'ils avaient complètement décollé de ce rock biologique, Mhm. puisqu'ils parlaient en termes de reconnaître les organes féminins. C'était déjà un Mhm. premier temps. C'était un premier temps. Mais pour arriver au décollage de la sexualité par rapport au biologique, je vous dis, c'est 1960. Avec Lacan donc. Avec Françoise Dolto, je dirais. Oui, Hein, c'est- au séminaire, enfin, Oui, une au rencontre, colloque, au colloque. mais Parce avec que Dolto. bien sûr. Lacan, bien sûr, il parle de position, de deux positions, mais c'est beaucoup plus tard, c'est un petit peu plus tard quand même qu'il en est arrivé à la sexuation et à parler justement de cette jouissance phallique Autre. et de la jouissance au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire la jouissance autre. La jouissance autre. Donc, mais moi, je suspecte Lacan d'avoir été quand même saisi par l'audace de Dolto, qui en tant que médecin a parlé de sa sexualité à elle. Ah oui. Oui, vraiment. Et son mari qui lui a dit, mais elle est très courageuse, enfin, je trouve. Et l'autre, le Lacan, qui dit, ah, bah, elle est culottée quand même. Mais Ça me il fait a- beaucoup rire. Oui, il a dit aussi une autre fois, je crois, à Dolto, que lui, il théorisait, et elle pratiquait. Oui, Il c'est une était- clinicienne. C'était une clinicienne, C'était une et il était clinicienne. admiratif de sa clinique. Oui, hein. oui, oui. Et là, elle Mm. est très clinicienne, mais elle va Oui, très oui. loin. Oui, oui, Elle bien va très sûr, loin. oui, oui. Et en fait, Montrelay, Oui. En Un peu. 77, a Repris. repris tout ça. Mais j'ai trouvé qu'elle reprenait un peu ce que Lou disait. Ah oui. Oui. J'ai- Quoi, j'ai- dis-moi. Eh Ça bien, m'intéresse. Oui. par rapport au principe, parce que Lou raconte que c'est un retour à la puberté chez la fille, d'un retour au primitif. Un Quoi? retour au primitif, Le la sexuel, sexuelle- la le sexuel, sexualité. le sexuel, le Le sexuel. sexuel. C'est un retour au primitif, mais en passant par la castration. Et moi, je vais un tout petit peu plus loin, c'est que cette histoire de jouissance autre est articulée avec le quatrième mécanisme de défense freudien, qui est la capacité de sublimer. Mhm. Hein. Et D'accord. c'est cette jouissance autre à avoir que Lacan décrit chez les mystiques, à voir avec le au-delà du plaisir. Mhm. C'est l'orgasme au-delà. Et c'est pas finalement l'orgasme lié à l'autre du langage, mais à la chose, ce que Lacan a appelé la chose, en reprenant le terme freudien, mais qui donne un relief différent, c'est-à-dire au réel, Au réel. la chose ou le réel. Donc, bon, tout ça était passionnant. Oui, j'imagine. Tout ça oui. est passionnant parce que quand on le voit en perspective, ça devient plus clair comment les idées avancent. Bien sûr. Et on est maintenant assez loin du rock biologique de Freud. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que spontanément, des participants au séminaire sur le féminin de Freud à nos jours ont eu cette réflexion de dire la sexualité féminine, c'est un peu daté. Ah oui. C'est un peu daté. Mais intuitivement, mais moi je le ressentais de la même façon. Mais Sylvie était assez sur la sexualité féminine.
Alors que son premier séminaire, elle avait proposé en 96 le féminin en question. J'avais trouvé ça un très beau titre. Oui. Et en fait, je les avais rejoints, ces 3 psychanalystes de la SPF, oui. Parce que moi-même, je venais de faire un travail sur le féminin que j'avais présenté au colloque de Cerisay en oui. 2003, mais que j'avais déjà à partir d'une cure de patiente qui avait une enclave autistique. Et oui. Comme mon travail très approfondi a été sur cette différenciation entre autisme et psychose infantile, oui, en travaillant sur un hôpital de jour. Oui, très important aussi dans ton travail. Voilà. J'avais oublié de le souligner tout à l'heure. Voilà. Mais comme dit Freud, plus on approfondit la chose, plus on vient à l'universel. Donc, c'est à partir de cet approfondissement de l'autisme, de la notion d'hallucination négative, et de cette façon de ne pas trouver, de tomber, comment dire, oui, je dis que c'est une pensée géométrale. L'autisme, quand ils sont intelligents, ils accèdent à une pensée géométrale. Mais l'autisme pathologique, en fait, celui qui a aucune communication avec les autres, et que j'ai vu en hôpital de jour, oui, avec des jouissances catastrophiques, et c'est à partir de cette jouissance catastrophique qui fascinait aussi bien les autres patients que les soignants, puisqu'il y en avait un qui s'était mis dans une crise comme ça, un raptus, où il s'effondrait dans une jouissance, oui, catastrophique pour l'instant, je ne trouve pas d'autres mots. Les autres s'agglutinaient autour de lui en rond. Et alors là, ça a fait tilt pour moi. Et puis je voyais bien dans l'hôpital de jour qu'il y avait une différence entre les psychoses infantiles qui sont déformées corporellement, alors que les autistes ne sont pas déformés corporellement. Ils atteignent la verticale, ce que la psychose infantile ne peut pas faire, qui est pathognomique de l'espèce humaine, comme dit Erwin Strauss. Donc, c'est à partir de là. Donc cette patiente que j'ai eue en cure type, qui avait cet autisme, cette enclave autistique, elle n'était pas complètement autiste, mais cette enclave autistique avec des symptômes, enfin avec une anorexie, et puis des symptômes, qu'est-ce qu'elle avait comme symptômes? Là, ça ne me revient plus tout d'un coup. Enfin bon, c'est déjà pas mal oui, tout le reste. Oui, et elle a finalement, au bout d'une cure, enfin une certaine longueur de cure, et à la suite d'un arrêt de cure que je voulais faire, parce que je trouvais qu'elle fuyait énormément, puisque l'autiste fuit avant tout le contact proche avec l'autre, elle a décidé qu'elle continuait. Elle m'a dit, vous n'êtes ni une tueuse comme ma mère, ni un pervers comme mon père, ni perverse comme mon père. Et à partir de là, elle s'est allongée sur le divan, alors qu'avant, elle faisait des allers-retours sur... tant que le divan était chaud, elle ne s'allongeait pas sur le divan. Mais elle était très intelligente. Elle parlait 7 langues. Et elle donnait le change avec un humour un peu sarcastique. Elle donnait le change parce qu'elle avait la parole, elle avait... mais elle s'en étonnait elle-même. Elle disait qu'elle était à côté de son corps, qu'elle était comme un puits sans fond. Et c'était pas d'ailleurs son expression. C'est un fond. C'était un fond sans. C'est très curieux. Ça me revient pas tout de suite. Mais toujours est-il que tout d'un coup, elle a osé me parler pensant que la psychanalyse était contre la religion, de sa croyance en Dieu. Elle était devenue amoureuse de Dieu. Alors, amoureuse, autiste, amoureux. Donc là, il y a une sortie d'autisme avec une violence pas possible. Elle est même allée dans des Carmen.
des Carmels, pardon, Ouais, des ouais. Carmels, pour faire des retraites et tout. Elle s'est rendue compte qu'elles étaient complètement masochistes, ces religieuses. Donc elle est revenue En ville. vraiment avec la psychanalyse. Mais elle me parlait de la prière comme la prière, mais l'érotisation de son corps l'empêchait de rejoindre Dieu. Bon, alors j'ai étudié la prière Ouais, ouais. comme quelque chose d'une demande d'amour, en fait. La prière, ben oui, c'est une demande d'amour. Et elle a commencé aussi à dire que maintenant, elle n'avait plus besoin de... Enfin, elle pouvait s'adosser, elle avait dans la communauté religieuse où elle s'était inscrite, elle n'avait plus besoin, elle pouvait se nourrir et s'adosser à cette communauté pour exister avec les autres. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et finalement m'est venue la notion de féminin, Oui. comme antagonisme à l'autisme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que j'ai approfondi ce qu'il en était du féminin. Oui, continue, c'est passionnant. Voilà. Le pont, oui, là. Ben oui, c'est parce que finalement l'autiste, en fait, c'est les deux libidos de la mère ou du groupe familial, de l'accueil, qui n'a pas pu se faire. Moi, ce contact, parce que Kanner dit que l'autisme, c'est une maladie, c'est une affection du contact affectif. Oui. Et chez Freud, on trouve cette notion fondamentale, où il décrit dans Totem et Tabou, il y a un chapitre sur l'identification. Et l'identification, dit-il, c'est l'expression première du lien affectif à une autre personne. Bon, moi, ça m'a beaucoup guidée, cette définition. Et quand, à la naissance, ou peut-être même avant, mais j'en sais rien, avant, moi je ne travaille pas sur ce qui est à l'intérieur de l'utérus, je laisse ça à d'autres. Oui, mais à la naissance, le contact ne se fait pas avec la personne qui accueille. C'est comme deux instruments de musique qui ne pouvaient pas s'accorder dans un orchestre. Ça peut pas. Et ces deux libidos ne peuvent pas s'accorder. Donc il y a retrait. Il y a retrait du petit, de la libido du petit, qui jusqu'à maintenant était potentiellement, mais pas développé, mais qui devrait sortir de l'organisme attiré par la libido de l'autre, par l'accueil de l'autre. Et elle reste sous tension dans l'organisme chez l'autiste. Elle garde sous tension. Donc dans le transfert, c'est dans l'amour de transfert, qu'est-ce qui se passe? Notamment avec cette patiente. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu un gros transfert qui s'est passé sur moi de façon positive et pas négative pour une fois. J'étais ni sa mère, comme elle a dit, ni perverse. Donc, elle a accepté d'avoir confiance en soi. C'est le transfert que je dirais, en reprenant des termes de Monique Schneider, celui en qui on peut y croire, et non pas celui en qui il est supposé savoir, comme chez Lacan. C'est supposé y croire. Fiable. C'est la foi. C'est la foi en l'autre. C'est la confiance en l'autre. Donc voilà. Et j'ai compris, j'ai assimilé cet effet d'amour, de prière, de rejoindre Dieu, qui est quand même une capacité de sublimation, de transcendance. De transcendance. Cette capacité de sublimation est quand elle est ancrée dans la chair, quand elle est ancrée dans la sensation, parce que, bon, je ne vais pas m'écarter, mais j'ai dégagé avec les autistes et les psychoses infantiles deux voies d'identification primaire. La voie des sensations et de l'affect, et la voie idéale, comme dit Freud. En fait, Freud les signale, ces deux voies, mais sans les développer. Il développe surtout l'identification idéale. À l'autre idéal. Mais continue sur ce que tu... Et je reviens... Cette affaire qui m'a l'air quand même passionnante. Je reviens à ce féminin qui est lié à cette... que j'ai découvert avec cette patiente en particulier. Et tout d'un coup, elle me parle d'érotisation dans la prière. Je me suis dit,
Bon, alors que l'autisme n'érotise pas du tout. Vous n'aurez jamais de délire dans un autiste, chez un autiste. Hein, mais des somatisations, oui. Parce que la somatisation et l'addiction est très proche de l'autisme. Ce sont des zones érogènes muettes. Il n'y a pas eu d'érogénisation ou mal faite ou très peu d'érotisation. Enfin, et là, c'est là où ça fait tilt pour moi, de comprendre qu'en fait, c'était ça le féminin. C'est cet accordage, cette réception à la libido de l'autre, réception passive-active, que je relie au premier mécanisme de défense que Freud a dégagé dans Pulsion et Destin des pulsions, qui est le retournement de l'actif en passif. Et ça, l'autiste, il n'est pas passif avec l'autre, il ne s'abandonne pas à l'autre, hein, comme un bébé qui est repu, qui s'abandonne complètement. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de patients qui disent, par exemple en danse, je peux pas me laisser tomber dans les bras de l'autre, c'est pas possible. Ah oui, bien sûr. Donc, bon, ça c'est une manifestation extérieure, mais c'est cette érotisation qui est mal, enfin, quand il n'y a qu'une enclave, mais quand même, elle était très autiste, hein, et son corps était à côté d'elle, parce que c'est les zones érogènes qui érotisent le corps. Mais encore faut-il que l'autre soit capable de cette... qu'elle-même ne soit pas désirante, ou comme dit la patiente perverse, c'est dans le livre, mais c'est dans le livre, puisqu'il faut quand même aussi faire la publicité un peu pour ces livres. C'est lequel, celui-là, redis-nous. Là, ce que je développe, c'est surtout dans mon livre de 2017, qui redonne-nous le s'intitule titre. Corps et psychose en psychanalyse. Corps et psychose en psychanalyse, où je débute par l'autisme et je termine avec le féminin. Ah, déjà là. Déjà là. Comme je l'ai pas lu. En 2017. D'où avec plusieurs aspects. Donc... Oui, donc cette patiente a vraiment mis sur la voie à partir de l'autisme, sur le féminin. Sur le féminin, mais c'est aussi parce que je voudrais bien retrouver quand même ce qu'elle dit à sa mère, parce que finalement avec sa mère, elle n'a pas pu avoir ce contact corporel, ce corporel très très proche avec le corps de sa mère. Donc la chair n'est pas transformée, n'est pas psychisée finalement. Hein, ça reste une plante et la libido reste en tension dans l'organisme. Et l'amour de transfert peut finalement tirer la libido hors de l'organisme. C'est pour ça qu'au début c'est très violent. C'est très violent comme amour, comme manifestation. Hein, c'est la prière, la truc, enfin, on peut croire qu'elle est complètement hystérique ou en fait pas du tout. Elle essayait d'intégrer cette voie des sensations et de l'affect dans sa course vers la transcendance, vers la face de Dieu. Mais c'était très érotisé. Hein, c'est vraiment ce que Lacan a étudié avec l'amour mystique. Voilà. Parce que, ou chez les poètes, dit-il. Hein, ou Freud le dit, allez chercher chez les poètes pour en savoir plus sur la sexualité féminine. C'est lui, il avait cette intuition, mais il ne l'a pas développée. Mais il a renvoyé sur les poètes. Je trouvais ça quand même très intéressant, enfin très fort de sa part. Alors que cet homme, avec les femmes, il était quand même très distant. Enfin, et en même temps, il voulait de l'analytique, il ne voulait pas du synthétique comme Lou, mais tout en l'admirant. Mais il restait sur le continent noir, il restait sur le bord quand même. Ça doit bien être du biologique. Donc, alors qu'en fait, si le corps n'est pas biologisé, il n'est pas un corps. Il n'est pas un corps de sujet, le sujet humain. Il n'est pas biologisé. S'il n'est pas psychisé, merci de me reprendre. S'il n'est pas psychisé, il reste un corps même pas animal, parce qu'il reste un corps comme une plante. Moi, il y a un grand autiste qui a commencé à parler à 16 ans, que j'ai suivi pendant 4-5 ans en hôpital de jour, parce que c'est vraiment cette expérience très profonde avec les autistes, parce que je vivais avec eux quand même.
Donc, À l'hôpital de jour. à l'hôpital de jour, hein, j'en avais en groupe et tout. Je me faisais critiquer par les soignants. Il y a une psychanalyste qui était jalouse parce que les autistes et les psychotiques venaient avec moi sans problème et qu'ils n'allaient plus dans les cabinets qui étaient en haut. Bon, bref. Donc, tout ça à partir de techniques du corps. Mais j'avais déjà ma formation de psy et de psychanalyste. Du corps que tu employais. Oui, que j'employais comme support. C'est-à-dire quelle technique du corps, par exemple? N'importe quoi. Enfin, j'avais un grand bagage de techniques du corps puisque j'avais fait l'école normale supérieure d'éducation physique. Je faisais aussi bien du canoë-kayak que de la danse. Enfin bref, c'était une gamme très étendue, mais j'étais centrée sur la corporéité de ces patients qui était pour moi vraiment une énigme. Une énigme. Donc j'étais une chercheuse au milieu de ces psychotiques et autistes, et c'était que des supports, mais en fait je faisais du psychodrame avec des techniques du corps. Ah oui. Oui, parce que je les avais souvent en groupe, et puis il y avait certains patients qui étaient tellement difficiles, notamment celui que j'ai appelé Pierre dans Au seuil du figurable, mais que je cite dans celui de 17, ou encore celui de 2000... non, celui-là c'est 2015 et l'autre c'est 2017. Donc, que j'ai intitulé Vers une poétique du corps. Mais l'éditeur a voulu mettre encore autisme et psychose infantile, alors que mon propos n'était plus l'autisme et les psychoses infantiles, mais finalement cette façon de penser le corps psychique. Hein, le corps quand il devient humain. Mais on voit par exemple le premier autisme qu'on a vraiment détecté, c'est celui du docteur Itard. C'est l'enfant sauvage. C'est l'enfant sauvage qu'il n'a jamais pu éduquer parce qu'il avait une technique d'éducation. Et puis encore, quand c'est pris trop tard, c'est des fois difficile. Encore avec une délicatesse, parce qu'il faut énormément de subtilité. Hein, je reprends le terme de Winnicott. Il dit il faut que la mère ait beaucoup de subtilité pour accueillir son enfant, et à ce moment-là, il sera hautement séduisant. Hautement séduisant, c'est-à-dire hautement humain. Hein, Freud emploie plutôt le terme de hautement humain. Hein, puisque j'ai quand même beaucoup travaillé au niveau de cette notion du contact. Et Freud nous donne une théorie du contact. Ah oui. Et oui, et oui. Dans Totem et Tabou, il nous donne une théorie du contact qui a été repris par Green. Enfin bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est tout cet approfondissement dans l'archaïque, dans les premiers temps de la mise en place de la rencontre, de l'altérité, que j'ai compris ce que c'était que le féminin. Donc, à partir de là, j'ai vu passer le livre de Sylvie Cézé-Léger, Dominique Guillaumard et Liliane Gershanock, Invention du féminin, en 2003. Donc, 2004, je suis allée les trouver. Elles m'ont adoptée très vite et mis avec la participation d'Eliane Alouche. Et c'est comme ça. Moi, au début, je ne voulais plus aller dans des associations psychanalytiques. Ah oui. Non, je voulais Tu es arrivée à ce moment-là. Oui, je suis arrivée à ce moment-là, à propos du féminin, en lisant ce livre que j'ai trouvé en bibliothèque, à la fac d'ailleurs, hein, puisque j'étais chercheuse en fac, enfin, professeure de psychopathologie et psychanalyse. À Paris 7 À Paris, au début à Paris 7 et après à Paris 13. Ah oui. Donc, oui, parce que... mais j'avais fait un détour par Besançon. Donc, et bon, Paris 13 m'a accepté en premier, donc je suis pas retournée à Paris 7, mais je venais de Paris 7, dont j'ai été à l'origine de la création, avec professeur Gagé et deux autres étudiants, où on est allé trouver Edgar Faure pour ouvrir l'UFR de sciences humaines cliniques. Ah oui. Hein, donc, c'était en je quelle me année, battais. ça? C'était en 68-69. 69. C'est là où j'ai commencé mes études. 69. Donc, à Sancier. À Sancier. Oui, donc j'étais sur... Puisque je suis venue à Paris, enfin pour justement... j'avais lu
Madame Favès-Boutonnier, la psychologie clinique. Oui, oui. Et je me suis dit, je suis allée à la Sorbonne l'écouter. Et puis j'ai rencontré Gagé qui faisait un cours justement sur la psychologie clinique. Et puis je me suis battue pour que la psychologie clinique existe autrement que ce que j'avais subi à la Sorbonne, avec les tests, avec toute cette... c'était sous forme de certificat et pas du tout ce qui c'est devenu après avec la création de l'UFR. J'ai droit à ça en 67, Voilà, 68. voilà. Revenons au féminin. Oui. Alors, ce féminin ce féminin, c'est que j'ai rejoint, que là, oui, ça te passionne, c'est la question du féminin. Bah, écoute, c'est la rencontre avec l'altérité, comme dirait Sylvie Cézé-Léger. Oui. En fait, elle dit, c'est la rencontre entre le réel et le symbolique. Ça peut être... mais moi, je dirais, c'est à voir avec la Beya Jung. Avec la Beya Jung de Freud, enfin, dans l'article sur la négation. Hein, c'est prendre le bon en soi et rejeter, expulser le mauvais. Expulser le mauvais, et l'expulsion crée le réel. Bien sûr. Hein, avec cette jouissance que peuvent retrouver les drogués, que peuvent les addictés, cette jouissance qu'on trouve chez l'autisme. Il y a une jouissance chez l'autisme, mais qui est incluse dans l'organisme. Dans le corps, dans leur propre... Dans l'organisme, oui. Le mot corps est tellement polyvalent que c'est des fois difficile de... Tout de suite, on voit une forme avec le corps. Alors qu'en fait, en psychanalyse, c'est déjà... On en parle sous l'angle psychique. Oui. Mais, pour reprendre alors cette patiente dont tu as parlé à Cerisy, si j'ai bien compris, et qui est rentrée donc en religion. Eh bien, oui, oui, mais en fait, après, elle a fait des études de théologie et elle était secrétaire à Raspail. Et petit à petit, elle a fait des cours de théologie. D'accord. Donc elle n'est pas rentrée en... Ah oui, j'ai cru qu'elle n'est pas rentrée en religion. Non, mais elle a trouvé qu'ils étaient trop masochistes. Oui, oui. Hein, mais elle a gardé c'est très dur. Cet amour, enfin cette sublimation, est-ce que c'est cette transcendance, oui, mais qu'elle avait déjà puisqu'elle parlait et qu'elle avait déjà, elle parlait 7 langues. Hein, c'était, mais quand elle était petite, on ne pouvait pas la nourrir. Et un médecin bon clinicien, qu'est-ce qu'il a dit? On l'a mis dans une coquille puisqu'elle supportait pas le contact avec l'autre. Donc on l'a mis dans une coquille. À ce moment-là, on pouvait la nourrir. Enfin, c'était terrible. Elle vient vraiment de loin. Et vous avez fait de loin, sûrement un énorme travail. Mais elle avait quand même cette capacité. Elle était très intelligente, très. Elle avait investi le langage. Elle avait investi le langage la deuxième année. Le transfert avec toi, quand même. Elle est arrivée par un ami qui lui a dit avant de te suicider, enfin avant d'en finir, va voir telle personne. Hein, va voir Eliane Alouche. Donc, elle est arrivée, mais toute pimpante, hein, toute mignonne, très 16e, mais raide comme tout. Vous pouviez très très peu lui donner une poignée de main, où elle vous secouait la main. Enfin bon, il y avait des raideurs. Très 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 raideurs, mais elle pétillait comme ça. A priori, elle était pétillante. Hein, mais elle pétillait d'intelligence, hein, quand même. Donc, mais il fallait donner du corps à cette intelligence. Voilà, tu as tout compris. Tout compris. Et le féminin à avoir, justement, avec ce que j'ai défini comme la voie des sensations et de l'affect. Ce que Caner, hein, celui qui a découvert l'autisme, a pointé, mais à propos de l'autisme. Et puis, ou même l'évangile selon la chair, enfin, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. On pourrait presque inverser. Hein, on pourrait presque inverser parce que c'est concomitant, cette histoire du contact affectif. Hein, il dit bien le contact affectif. Donc très vite, les zones érogènes se créent ou ne se créent pas. Mais alors, j'ai envie de te demander, donc c'est un féminin qui est tout à fait aussi possible pour... les hommes. Ah tout à fait. Ça demande beaucoup de subtilité, comme par exemple, je ne sais pas pourquoi, je pense à Barthes, qui est quelqu'un de très subtil, qui a écrit le discours amoureux.
bon, qui était très proche de sa mère, comme on sait. Euh, bon, il avait cette capacité d'être au plus près du féminin, hein, en lui et auprès de sa mère. Et puis auprès de ses compagnons, enfin compagnes et compagnons, puisqu'il était souvent avec Julia Kristeva en a fait partie de la bande, avec Solers, avec toute la bande. Ah oui. Oui, oui, et Julia Kristeva dit des choses admirables sur... Ah oui. Oh oui, 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 oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Je ne l'ai pas noté là dans cet article, mais elle mériterait vraiment beaucoup, parce qu'elle a beaucoup apporté du côté, notamment dans ses livres sur le génie féminin. Oui. Hein, sur Colette, sur Mélanie Klein, mais dans son livre sur... comment ça s'appelle Histoire d'amour. Histoire d'amour, elle dit des choses mais très profondes. Enfin, oui, vraiment. C'est une question qui l'intéresse et dont elle est proche. Oui, elle est. Mais bon, elle l'a pas présentée sous le terme de sexualité féminine. Elle est au-delà. Elle est au-delà. Hein, elle va au-delà. Mais alors, c'est intéressant. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, les jeunes hommes seraient plus proches de ce féminin-là? Ça commence seulement. Ça commence seulement. Hein, mais comme dit, je crois que c'est Granoff et Perrier, les hommes se satisfont de la satisfaction sexuelle. La plupart, ils ne vont pas plus loin. Mais ça dépend beaucoup de la transmission, de la rencontre première avec l'altérité. Avec la mère ou quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un père, ça peut être, si c'est un père qui est assez accueillant, qui ne refoule pas son côté féminin. Oui, on peut. Qui refoule pas. Oui, mais oui. Bon, dans les bras duquel on peut se laisser aller. Voilà, parce que, bon, c'est l'histoire des hommes d'être très centrés sur les bijoux de famille, comme on dit, sur le pénis. Hein, bon, donc, mais comme dit Dolto, il faut que l'homme oublie le pénis, même l'étumescence du pénis. À ce moment-là, il peut se centrer sur la sexualité féminine, sur cette jouissance féminine si la femme s'abandonne complètement. Hein, mais pareil, les femmes peuvent avoir une jouissance phallique et pas atteindre à une jouissance autre. Hein, et ça dépend de ce qui s'est passé dans les premiers temps de l'existence et de la rencontre avec l'altérité. Comment ça s'est fait? À quel degré? Donc il y a des degrés divers. Il y a des degrés divers de cette rencontre subtile avec l'autre. Hein, mais si cette rencontre ne se fait pas, on tombe dans l'enfant sauvage d'Itard. Oui, bien sûr. Mais écoute, j'ai l'idée quand même, en temps des très jeunes maintenant, enfin des beaucoup plus jeunes, qu'il y a quelque chose qui est vraiment en marche de ce côté-là. Quand les jeunes aujourd'hui te disent « moi je suis fluide », ou dans toutes ces questions du genre aussi, il y a quelque chose qui me semble vraiment aller plutôt dans le sens où les hommes ne sont plus que phalliques et dans la virilité à l'ancienne. Ils sont obligés de faire un effort, quand même. Obligés, d'autant plus que les femmes sont tout à fait exigeantes, ces jeunes femmes, et réclament. Et réclament, bien sûr. Et puis elles revendiquent leur désir. Voilà, leur désir, donc, il y a quelque chose, enfin j'ose espérer tout à fait, moi aussi, crois, bien sûr, que tout ça a avancé. Et quand on voit la perspective, ça avance, ça a des conséquences. Les idées ont des conséquences sur les pratiques. Sur les pratiques. On n'emploie plus les mêmes mots en plus. Hein, et c'est pas un hasard qu'une participante me dise la sexualité féminine, ça date. Hein, oui, c'est intéressant. Bon. On va peut-être s'arrêter justement. Bon, très bien. Ça date. Ça date.